De retour sur le plateau de cette édition spéciale sur Al24 News. Nous sommes en direct pour décrypter les derniers développements de la guerre au Moyen-Orient. Madame Moussaoui, je reviens vers vous encore une fois. Sur le plan militaire, Téhéran tient bon et c'est également le cas sur le plan politique et social. Et ce, malgré, je le rappelle, un déferlement inédit de toutes sortes de propagande médiatique en Occident. Gabriel Gallis l'a précisé tantôt, favorisant un nouveau scénario de regime change dans la région. Quels sont selon vous les paramètres et les ressources de la résilience iranienne dans cette guerre et pourquoi l'Occident semble à chaque fois, je le rappelle, se tromper d'analyse en ce qui concerne le sort de ce conflit multidimensionnel? Au fait, je pense que ce leadership est connu sous le nom de la ligne de l'imam, Khat al-Imam, Khomeini. Oui. Il est composé de missionnaires. Ces hommes, moi je les qualifie de missionnaires, fortement influencés par la doctrine chiite de Wilayat al-Faqih. Et au fait, l'Occident n'arrive pas à déchiffrer qu'est-ce que ça veut dire Wilayat al-Faqih, et même, je pense que même les pays arabes. Cette doctrine se distingue par rapport, c'est des chiites, mais se distingue par rapport aux chiites minoritaires dans le monde. Donc, ils sont encore une minorité dans une minorité. Leur force réside dans la foi et leur adhésion au principe chiite des 12 imams, ainsi qu'à cette lecture de résistance face à l'injustice qui est inspirée de l'histoire d'Ali et les compagnons et les 12 imams. Ils adoptent une perspective philosophique et spirituelle qui leur permet d'exploiter les forces de résistance en accord avec leurs convictions. Oui. Ils ont élaboré une doctrine militaire connue sous le nom de défense sacrée. Elle est inspirée de cette Wilayat al-Faqih, de projet d'État. Et après, cette doctrine qui s'appelle défense sacrée a été créée après la guerre Iran-Irak pour reprendre les principes chiites. Donc les Iraniens aussi sont dotés, il ne faut pas oublier qu'ils sont dotés d'une civilisation de 3000 ans qui demeure fortement nationaliste et fiers de leur identité perse. Donc on oublie souvent que les Iraniens sont des Perses. Donc je crois que l'Occident ainsi que les pays arabes voisins manquent de compréhension du leadership de ce régime iranien actuel sous Wilayat al-Faqih. Car ils se basent sur leur propre cadre d'analyse, parce que les Occidentaux utilisent leurs lunettes occidentales pour analyser d'autres cultures qui sont loin de leur perspective. Et ils négligent que le fait que chaque culture a un univers distinct. Une langue, c'est un univers, une culture, c'est un univers. Donc l'Occident, qui a longtemps été dominant, c'est lui le dominant, semble avoir oublié qu'il est nécessaire de descendre de sa position privilégiée pour comprendre ceux qui considèrent comme étant de rang inférieur. Merci pour ce développement, Madame Moussaoui. Gabriel Gallis, vous l'avez sûrement su, les États-Unis ont attaqué l'île de Kharg aujourd'hui, l'île qui abrite les principales infrastructures pétrolières du pays, dans un signal fort en direction de l'escalade dans cette guerre énergétique qui secoue la région actuellement. Comment pensez-vous que l'Iran réagira à cette attaque? Mais vous avez bien fait de dire qu'il y a une dimension fortement énergétique. Et moi, je pense qu'il faut rapprocher cette agression contre l'Iran de la récente agression contre le Venezuela, parce que ces deux pays sont des fournisseurs de la Chine. Dans la tête des États-Unis, Trump l'a répété plusieurs fois, l'adversaire principal, voire l'ennemi, c'est la Chine. La Russie, c'est un marchepied vers la Chine, en réalité, pour contrôler un peu plus la marche de l'Eurasie, l'Ukraine ayant servi de levier pour affaiblir la Russie, mais le dernier rempart de l'autre côté, si vous voulez, c'est la Chine. Oui. Et il va falloir voir ce qui va se passer, parce que vous savez que le président Trump doit se rendre en visite d'État en Chine à la fin du mois. Oui, c'est ce qui est prévu. Et là c'est capital, parce que les Chinois
ne renoncent pas du tout. Ils ont un jeu évidemment habituellement subtil. La diplomatie chinoise a des principes qu'elle affirme, intangibilité des frontières et en même temps solidarité. Donc, ils ont le sens du yin et du yang qui est chevillé au corps, et ça, c'est un élément important. Moi, l'Iran et Madame Moussaoui a raison, elle est sur ces deux registres-là. Elle a d'une part renforcé sa doctrine militaire qui échappe à l'Occident. Jacques Beau, qui est un spécialiste militaire, le dit très bien. Les Occidentaux ont un mal incroyable, pour ne pas dire une incapacité, à se mettre dans la tête des autres. Et les autres, ils savent le faire. Qu'ils soient chinois ou qu'ils soient iraniens ou qu'ils soient arabes, eux, ils connaissent très bien l'Occident parce qu'ils l'ont subi pendant longtemps et à différentes reprises. L'Occident est aveuglé par son hubris. L'hubris, c'est la démesure, et les Américains encore plus que les autres. Donc, je crois qu'ils vont perdre parce qu'ils n'ont pas la profondeur stratégique. Je veux dire, en termes militaires, une notion qui est importante, c'est la profondeur stratégique. Et quand on voit les profondeurs stratégiques respectives d'Israël et de l'Iran, pour rester dans la région, parce que tout n'est pas lié aux États-Unis, ben on s'aperçoit que les Iraniens ont un fort avantage. Oui. Donc voilà, il faut qu'ils arrivent à gagner du temps, que ce temps, ils l'utilisent intelligemment et qu'ils fassent pression. Je crois que les agressions contre les bases militaires du Moyen-Orient, des pays des Émirats, c'est un moyen de faire pression. Parce qu'eux aussi, ils vont dire, attendez, il y a des limites. Il ne faut pas aller trop loin. Donc je pense qu'ils jouent sur plusieurs cartes, les Iraniens. Ils ont la carte de la pression sur leurs voisins, ils ont la carte du pétrole, et puis ils ont la carte d'un pays qui défend sa vie. Quand on est acculé à la survie, on se bat plus fortement que quand on est un conquérant qui perd de l'argent et des hommes. Merci Gabriel Galis. Je me retourne désormais vers Nazim Sini pour une dernière question. Nazim Sini, juste avant cela, j'aimerais, mesdames et messieurs, vous informer que le Hezbollah vient d'annoncer mener des combats intenses avec les forces sionistes dans la ville de Riyem, dans le sud du Liban. Nazim Sini, comment les opérateurs économiques pourraient-ils endiguer les conséquences des fluctuations boursière et l'incertitude qui caractérise actuellement les marchés? Est-ce que la confiance des investisseurs est entamée? Quel sera à terme l'impact sur les places du Moyen-Orient? Rappelons que le contexte qui caractérise cette situation est bien entendu cette situation d'escalade au niveau énergétique et cette inquiétude qui gagne l'ensemble des marchés, notamment après l'attaque américaine aujourd'hui sur l'île de Khark. Vous faites très bien de le rappeler, Khalden. Et en fait, il ne faut pas avoir une vision court-termiste ni plutôt être centré sur, en fait, ou faire croire que c'est un conflit régional. Là, on est sur des conséquences économiques mondialisées, puisque toutes les économies sont interconnectées entre elles. La mondialisation que nous avons conçue est faite ainsi. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez raison de rappeler que la confiance des opérateurs économiques, des entreprises, des investisseurs, mais également des analystes financiers est totalement entamée. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un mur d'incertitude. En fait, le manque de visibilité et ce brouillard qui s'est dressé face justement à l'économie mondiale ne nous permet pas de faire des prévisions, de donner une date d'arrêt du conflit ou de pouvoir voir comment vont se comporter les agents. Donc on sait qu'aujourd'hui, on assiste par exemple à une hausse de certains prix des matières premières, donc dérivés du pétrole. On sait qu'il va y avoir une inflation alimentaire également. On sait que par exemple le secteur du transport aérien va être durablement impacté pour les mois à venir. Mais aujourd'hui, ce qui est très important de rappeler, c'est que même si la guerre a démarré pour des raisons idéologiques, elle se terminera pour des motifs économiques. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, l'administration Trump est tenue par 3 limites, ce que j'appellerais les limites de Trump. La première, c'est une limite politique. Vous savez qu'il y a les élections de mi-mandat, les midterms, en novembre, oui, et qui vont coûter très cher au président Trump. Il y a une limite budgétaire, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'effort de guerre américain coûte $1 milliard
dollars aux contribuables. Il y a également une limite économique puisqu'on sait qu'actuellement, un conflit qui s'enlise et qui risque de durer plusieurs semaines va non seulement entamer la croissance mondiale, mais également la croissance économique américaine qui, rappelons-le, aussi entre 2 et 2,2%. Donc insuffisant pour absorber le chômage, créer de la valeur ajoutée et relancer justement l'industrie américaine. Donc c'est pour vous dire que ce conflit, pour moi, le véritable enjeu, il est exclusivement, à mon sens, économique. Encore une fois, je vous ai dit, l'ensemble des protagonistes et belligérants vont avoir les yeux rivés sur les cours des matières premières. Et pour moi, le véritable seuil sera si l'on atteindrait ce fameux baril à $150. Et je pense qu'à ce moment-là, on réfléchira très sérieusement à mettre un terme à ce conflit. Merci Nazim Sini. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille pour tous ces éclairages et à très bientôt. Merci à vous. Je continue avec vous, Madame Moussaoui, plutôt avec Gabriel Galis, en attendant de rétablir la liaison avec Madame Moussaoui. Gabriel Galis, des médias américains ont rapporté hier que l'armée américaine va déployer des troupes du corps des marines et des navires supplémentaires au Moyen-Orient. Est-ce que cela signifie, selon vous, que l'on s'achemine tout droit vers un enlisement du conflit pour atteindre d'autres régions, d'autres pays, notamment pas très loin de l'Iran, si vous voyez ce que je veux dire? Oui, je crois que si on envoie des marines, il risque d'y avoir une opération terrestre, parce que c'est l'échéance ensuite. Alors, ça peut se passer sous forme de commando limité, ça peut se passer sous forme plus importante, et là, les États-Unis s'exposent à l'enlisement. Je crois que l'Iran a fait des avertissements assez sérieux sur cette hypothèse-là. Je crois que les gardiens de la révolution sont sur leur terrain et ils risquent de causer des dommages importants. Ils n'ont pas fini. J'ai entendu un expert expliquer à quel point maintenant les missiles iraniens étaient beaucoup plus précis parce qu'ils ont un positionnement multi-GPS en quelque sorte. Hein. Oui. Et ils arrivent à un degré de précision beaucoup plus grand qu'il y a quelques mois. Donc c'est un enlisement. Alors peut-être c'est de la menace parce qu'il y a beaucoup de bluff chez Trump. Oui. Trump est un joueur de poker, mais on va voir. Moi je peux pas vous dire la suite. Je crains. Mais en même temps, je crois que il ne faut pas sous-estimer la sagesse des dirigeants iraniens et puis aussi de leurs alliés. Parce que même si les alliés politiques ne sont pas des alliés militaires dans la circonstance actuelle, la Chine et la Russie sont des alliés stratégiques de l'Iran. Donc il est clair que d'une façon ou d'une autre, ils agissent. Oman, à mon avis, va reprendre l'initiative diplomatique parce que les Omaniens ont été floués par la perfidie des États-Unis qui consiste à attaquer quand on négocie. C'est du jamais vu, ça. Oui. C'est du jamais vu en matière de droit international et il faut souligner que c'est quand même une aggravation, un coup de couteau, un coup de canif supplémentaire dans le droit international, un cran de plus dans les distorsions qui ont été apportées. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, mais malheureusement, je ne peux pas prédire la suite. Je reste avec vous, Gabriel Galis. L'ONU avertit que la fermeture du détroit d'Ormuz pourrait avoir des répercussions sur les opérations humanitaires. Une réaction sur cette annonce alors que les Nations Unies, après 15 jours de guerre, restent complètement absents et loin d'un quelconque rôle dans cette guerre, si ce n'est nous parler d'un risque sur les opérations humanitaires. N'y aurait-il pas une certaine dissonance par rapport à ce qui se passe sur le terrain et par rapport à la gravité de la situation, en absence totale d'un quelconque recours pour l'instant à ce que prévoit le droit international dans ce genre de conflit et de guerre? Mais bien sûr, mais l'ONU est hors jeu. L'ONU s'est suicidée à Gaza.
Je crois que la responsabilité de protéger qui a été invoquée abusivement en Libye aurait dû être impérativement invoquée à Gaza et personne n'a bougé. Enfin, personne. Oui. Bon, il y a des pays qui se sont engagés, il y a eu des propositions, notamment de la diplomatie algérienne. Bon, ces faits sont connus. Mais maintenant, avec l'Iran, c'est une caricature de plus, puisque la proposition russe au Conseil de sécurité n'ayant pas été retenue, c'est une motion occidentale qui demande à l'Iran de se retenir. Bon, alors on se retient de se défendre, on se retient de bloquer le détroit d'Ormuz, et on doit subir tranquillement le fait de se faire massacrer. C'est pas sérieux. Et du coup, ça donne bizarrement une légitimité au Conseil pour la paix de Trump, qui est une espèce de privatisation du droit international. Voilà, la situation est désespérante. Le secrétaire général aurait dû démissionner s'il avait un peu de dignité, mais il s'accroche, comme d'autres s'accrochent à leurs fonctions, en étant totalement en dehors du film. Merci Gabriel Galis, restez avec nous. Pierre Conessa vient de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes essayiste, expert en relations internationales stratégiques. Pierre Conessa, pour commencer, nous aimerions avoir votre lecture des différentes séquences géopolitiques et militaires autour de cette guerre engagée par les États-Unis et son allié, l'entité sioniste contre l'Iran, il y a de cela 15 jours. Écoutez, le premier constat, c'est que c'est une guerre qui a été provoquée sans aucune... C'est une guerre qui a été déclenchée sans aucune provocation. C'est-à-dire qu'elle a été décidée à froid. Alors, on a ressorti le vieux dossier nucléaire iranien, alors que la IAEA, l'Agence internationale de Vienne, faisait des visites et des inspections régulières. Et donc, il fallait provoquer une guerre. Et donc, c'est assez inquiétant de penser qu'aujourd'hui, vous avez à Washington un individu qui est totalement inconséquent, qui est capable de déclencher une offensive sur un pays en expliquant que ça va être une guerre courte. Bon, je ne sais pas si Trump est du premier degré ou du second degré, mais en fait, c'est extrêmement inquiétant. Pour ce qui concerne Netanyahou, je tiens simplement à faire remarquer que Netanyahou est un radical, juif, intégriste. Il a toujours pensé qu'il voulait le grand Israël. Et donc, on a affaire à deux personnes qui sont extrêmement inquiétantes. Il n'y a pas que les dirigeants iraniens, si vous voulez, dans l'asile de fous qu'on est en train de vivre. Merci Pierre Conessa. Autre question peut-être rapidement sur l'armement qui a été utilisé pour l'instant. Où en est-on, d'après vous, en matière de stock? La rhétorique américaine sous-entend que les capacités iraniennes ont été détruites à 100%. C'est pas ce qui nous semble, d'après les déclarations faites tous les jours par les gardiens de la Révolution sur les différentes ripostes de l'armée iranienne et des forces des gardiens de la Révolution, y compris sur le plan naval, car les gardiens de la Révolution annoncent ce soir que pas mal d'opérations réussies ont permis de sauver, pour reprendre leurs propres termes, des tankers iraniens qui étaient coincés quelque part entre le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb. Où en sommes-nous en matière de stock de matériel militaire et d'armement de part et d'autre? Vous savez, je ne sais qui disait que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Oui. C'est-à-dire qu'il est de la loi, si vous voulez, de communication de guerre, si vous voulez, d'expliquer que vraiment tout va très bien, qu'on est sur le point de gagner, etc. etc. Donc aujourd'hui, on n'a aucune vision d'ensemble. Ce qui est certain, c'est que les Iraniens ont la capacité de bloquer le détroit d'Ormuz. Et s'ils bloquent le détroit d'Ormuz, ce ne sont pas que les Américains et les Israéliens qui sont les ennemis. C'est l'ensemble du monde et l'ensemble de l'Europe en particulier qui va être touché par ça. Et en particulier l'Asie. Parce qu'une grande partie du pétrole du Golfe s'en va vers l'Asie. Donc on a une espèce d'internationalisation du conflit qui est totalement irresponsable. Encore une fois, guerre déclenchée par Trump et par Netanyahou. Merci Pierre Conessa, restez avec nous. Andriy Frolov, je reviens vers vous à Moscou. Est-ce que la redondance des conflits militaires dans la région du Moyen-Orient pourrait-elle accélérer un certain processus de recomposition géopolitique au niveau mondial et quelle en est la position de la Russie par rapport à ces développements, elle qui est engagée dans un autre conflit depuis pratiquement 4 ans pour l'instant, un conflit qui a pour protagoniste les États-Unis de manière indirecte?
D'abord, à mon avis, pour la Russie maintenant, la question principale, c'est la résolution de crise ukrainienne. C'est pourquoi la Russie n'a pas assez de ressources pour régler les conflits autour du monde. C'est-à-dire, le but principal, c'est l'Ukraine et c'est peut-être les négociations avec des États-Unis, les relations entre la Russie et les États-Unis. En ce qui concerne les conflits mondiaux et reconfiguration du système mondial, en Russie, il existe pour l'instant une sorte de vue à propos du système global qui existe aujourd'hui, c'est néocolonialisme. La Russie lutte toujours contre le colonialisme euh, dans toutes les sortes de cet phénomène. C'est d'une part. D'autre part, la Russie est toujours cohérent avec la loi internationale. C'est pourquoi la Russie est toujours hum, pense et appelle aux lois internationales et à l'ONU. En- C'est-à-dire la Russie toujours pense à l'ONU et à l'ordre mondial qui existait pendant 70 ans. Andriy Frolov, vous dites que la Russie n'a pas assez de ressources à consacrer au règlement de ce conflit au Moyen-Orient. Pourtant, l'Iran est un allié de la Russie. Les États-Unis ne cessent de suggérer, peut-être, Donald Trump l'a fait par le biais de son envoyé spécial Steve Witkoff, qu'il y a une certaine forme de coopération sur le plan du renseignement, du moins entre la Russie et l'Iran. Est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'il y a du vrai dans ce que disent les Américains? Alors, vous voyez que toutes les questions qui sont liées avec le renseignement et les services secrets, pour les experts, c'est l'énigme. Nous pouvons juste faire des suppositions, etc. À mon avis, il existe une sorte de coopération au domaine de sécurité et militaire entre la Russie et l'Iran, mais l'accent est fait sur les questions, à mon avis, les militaro-techniques, c'est-à-dire les changements des technologies, les changements des pièces, les changements des armements, etc. Nous voyons que la Russie utilise les drones qui sont très similaires aux Shahed. L'Iran est toujours un importateur principal des équipements militaires russes, etc. Peut-être il existe une sorte des échanges des infos, peut-être des infos de renseignement, euh, parce que la Russie a des bases en Syrie, il est possible que la Russie peut donner des infos à propos des vols israéliens ou les États-Unis dans leur région. Merci Andriy Frolov pour toutes vos réponses. Je rappelle que vous êtes membre du Russian Institute, plutôt expert auprès du Russian International Affairs Council. Vous étiez avec nous en direct de Moscou. À très bientôt, Monsieur Frolov. Je reviens vers vous, Pierre Conessa. Washington et son allié sioniste semblent, au nom d'une nouvelle doctrine des relations internationales ayant pour seul chapitre, cette fois-ci, un bellicisme à toute épreuve, faire de la recomposition géopolitique du Moyen-Orient un véritable credo. Il s'agit d'un processus qui semble s'inscrire sur le temps lent. Alors comment expliquer cette forme d'accélération soudaine de cet agenda ? Moi, je n'ai pas l'impression que ça s'inscrive dans le temps long. J'ai l'impression, au contraire, que Trump est capable de prendre une décision en se levant chaque matin. Rappelez-vous qu'il a réussi à enlever un chef d'État étranger, qu'il veut éventuellement faire une opération sur Cuba, qu'il a décidé effectivement cette guerre en interrompant les négociations qui étaient en cours avec l'Iran. Oui. C'est-à-dire qu'il est capable de provoquer une guerre comme ça. Bon. Rappelez-vous ses revendications sur le Canada, sur le cercle polaire, enfin bref. On est face à un individu qui est malheureusement totalement imprévisible. Et effectivement, je pense que Netanyahou est un type qui a compris comment Trump fonctionnait et qu'il est parfaitement capable de le manipuler en lui disant « mais vous comprenez, l'Amérique a des responsabilités, vous ne pouvez pas, etc. etc. » Trump, il lui reste 2 ans de mandat. Bon, vous pensez bien qu'il va vouloir marquer l'histoire, enfin tel que je comprends le personnage. Donc, il est capable de faire n'importe quoi.
Gabriel Gallis, j'aimerais également avoir votre avis sur la question. Oui, ben, comme le dit Pierre Conessa, il est difficile de prévoir l'imprévisible Trump, d'autant qu'il est en fait l'objet de pressions contradictoires. On sait que dans son entourage, tous ne sont pas sur la même longueur d'onde. En particulier, le vice-président Vance, on dit qu'il était défavorable à une intervention en Iran. Peut-être parce qu'il est un peu plus sensé, un peu plus animal à sang-froid. Je crois qu'une partie de la difficulté, c'est d'abord de mesurer les influences respectives autour de Trump. Ou bien peut-être Gabriel Gallis parce qu'il a pensé que cette guerre mènerait les républicains tout droit vers une défaite aux élections des midterms en novembre prochain. Pour différentes raisons. Je crois qu'il y a les échéances électorales, mais pas forcément. Je crois qu'il a une vision plus cadrée des choses. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste, mais elle est cadrée. Alors que Trump n'est pas cadré. Il dit une chose et son contraire. Il dit qu'il veut le prix Nobel de la paix, et quand on ne lui donne pas, il dit puisqu'on ne me donne pas le prix Nobel, je ne vais plus m'occuper de la paix. Bon, c'est des enfantillages d'une cour de récréation d'école primaire et encore. Bon, et puis là derrière, il y a l'autre inconnu, c'est Israël. C'est-à-dire, dans ce jeu compliqué, il ne faut quand même pas oublier qu'un certain nombre de sénateurs des États-Unis qui ont la nationalité israélienne. Et on ne sait pas exactement qui tient l'autre dans cette affaire. C'est clair que Netanyahou et sa bande sont allés pousser Trump. D'ailleurs, Netanyahou s'en est vanté. Il a dit j'ai réussi cette fois à engager les États-Unis contre l'Iran, alors que ça faisait des décennies qu'il essayait. Donc le jeu est compliqué. Tout n'est pas entre les mains des Américains, et quand bien même les Américains décideraient de s'arrêter, les Israéliens continueraient d'autres manœuvres de sabotage autrement. Ils sont pas à court d'imagination. Donc on est effectivement avec beaucoup d'imprévisibilité, et l'imprévisibilité, c'est dangereux pour la sécurité et pour l'économie. Merci Gabriel Gallis. Pierre Conessa, alors l'ordo ab chaos, l'ordre par le chaos, c'est une expression qui revient peut-être souvent pour tenter d'expliquer des guerres qui n'ont pas forcément une explication sur le plan stratégique au départ, si ce n'est de chambouler un ordre mondial, j'y reviens, j'insiste dessus, au détriment d'un autre. Nous y sommes cette fois-ci, Pierre Conessa, à votre avis, c'est bien de l'ordo ab chaos, ce dont on assiste au Moyen-Orient? Pour reprendre les grandes caractéristiques du nouveau contexte stratégique. En 92, quand disparaît l'URSS, si vous voulez, toute la matrice bipolaire sur laquelle on avait fonctionné disparaît. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas négliger une crise, parce que si on la négligeait, c'était l'autre qui risquait de s'en occuper. Après 92, ça devient une espèce de monde complètement dérégulé. C'est-à-dire que la dernière superpuissance, c'est-à-dire les États-Unis, peut décider d'intervenir sur la crise qui lui convient. Il y a environ 350 à 400 crises à la surface de la planète, donc le choix est assez ouvert. Et vous voyez bien qu'en fait, ça va être un agenda qui va être décidé dans les bureaux de la Maison-Blanche selon la caractéristique de l'individu qui y siège. Je vous rappelle que Trump se fait élire en disant « Moi, je ne suis pas un belliciste, je ne suis pas comme mes prédécesseurs, je ne veux pas faire la guerre ». Or, il a fait que ça dans son deuxième mandat. Donc, encore une fois, on est sur quelque chose qui est malheureusement totalement imprévisible. Et encore une fois, on n'est même plus dans une espèce de… Vous savez, à l'époque où on avait encore un cadre stratégique conceptuel qui était l'Est-Ouest, aujourd'hui, comment voulez-vous expliquer qu'il ait enlevé le chef d'État du Venezuela, qui décide tout à coup la guerre comme ça contre l'Iran sans aucune justification particulière, et qui s'étonne que l'Iran se défende en tapant avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire sur les pays de la région et sur les bases américaines. Donc, je crois qu'effectivement, on a malheureusement un monde qui est complètement dérégulé, si vous voulez, totalement désordonné. Et c'est une logique de la puissance en croyant que le moyen militaire est le moyen de résoudre les crises. C'est ce que croit Trump. Je crois que ces militaires sont beaucoup moins bellicistes que lui. Conessa, Karel Verheken, membre du parti Solidarité et Progrès, vient de nous rejoindre. Karel Verheken, bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous en sommes, je le disais tout au long de cette émission, au 15e jour de cette guerre. Et nous n'arrivons pas à nous positionner sur les véritables objectifs sur le plan militaire et stratégique. Quelle sera la suite des événements, à votre avis, durant les 2 semaines qui arrivent, les 2 semaines annoncées
précédemment, initialement par le président Trump, en sachant que le Congrès a le droit, après ces 4 semaines, de considérer cette guerre comme illégale et peut-être obliger le président américain à l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Alors, je pense qu'il faut... Bonsoir d'abord, merci pour cette invitation. D'abord, je pense qu'il y a une très grande division à l'intérieur de l'administration. En fait, il y a eu une intervention hier de quelqu'un qu'on connaît peu, qui s'appelle David Sachs, qui est l'homme qui est chargé de l'intelligence artificielle à la Maison-Blanche. Et à un moment donné, donc, c'était dans un talk show, tout d'un coup, il a esquissé les scénarios du pire. Oui. Et lui, il dit, en fait, il y a, d'une part, lui-même dit que Trump est quelqu'un qui n'est pas pour les guerres longues, parce qu'effectivement, ce n'est pas très populaire pour se faire réélire. Et il a été élu donc contre les guerres éternelles, mais il aime bien les opérations coup de poing au blitzkrieg, comme on l'a vu au Venezuela, etc. Mais une guerre longue, donc il y a toute une partie, y compris du Parti républicain, qui veut quand même se faire réélire dans les élections de mi-mandat, qui est pour que Trump tout de suite annonce qu'il a gagné. Bon, c'est ce qu'il annonce tous les jours. Hein, depuis une semaine, il dit qu'il a gagné, tout en appelant la planète entière à venir le sauver. Hein. Mais la question, c'est qu'effectivement, les Iraniens, donc, s'ils peuvent tenir dans le temps, ils vont émerger en fait comme ils vont changer complètement la carte de la région parce qu'ils emporteront une sorte de... Et même sans aviation, même sans marine, ils ont mis tout sur les missiles, sur les drones et sur la révolution des drones et la révolution des missiles hypersoniques. C'est quelque chose qu'on a totalement sous-estimé. Mais donc David Sachs, pour revenir sur lui, il y a encore pire. Pour lui, le pire, c'est que si jamais on commence à frapper les infrastructures iraniennes, évidemment, il y aura une riposte, parce qu'il y a toujours une réponse. Et l'Iran pourrait aussi, par exemple, s'attaquer aux usines de dessalement. Alors, il y en a des centaines dans la région, et il y a 100 millions de personnes qui dépendent du dessalement de l'eau de mer. Donc, si on attaque ces installations, bon, la région deviendra quasiment inhabitable. En plus, ce que dit David Sachs, si Israël est complètement détruit, bien sûr, on ne peut pas exclure que, dans le désespoir, que Israël peut utiliser une bombe sale ou une bombe nucléaire tactique qui peut effectivement nous conduire au pire. Donc, Trump, à mon avis, je pense que le facteur économique, c'est-à-dire un baril de pétrole qui va passer à 150, à 200 ou même au-dessus. Deuxièmement, donc, la destruction de tous les pays du Golfe qui étaient supposés d'investir massivement dans l'intelligence artificielle aux États-Unis fait que comme quelqu'un comme David Sachs, qui est proche de J.D. Vance, comme vous l'avez dit, il a été très, très silencieux. Mais là, en fait, à travers Sachs, c'est J.D. Vance et Peter Thiel qui parlent et qui disent, bon, un truc, à un moment donné, il va falloir dire qu'on a gagné, faire ses valises et rentrer à la maison. Parfait. Parce que... Je vous écoute. Terminez votre propos, Karel Veriken. Oui, donc je pense que c'est le moment où, par exemple, l'Inde pourrait, et malheureusement la France ne peut plus jouer ce rôle parce que nous sommes dans l'OTAN, donc nous ne pouvons pas du tout prétendre qu'on est un intermédiaire crédible, puisqu'il faut être hors du conflit, il ne faut pas être lié aux belligérants. Mais par exemple, peut-être il y a quelqu'un comme le colonel McGregor a suggéré, par exemple, que l'Inde, qui a des bonnes relations maintenant de nouveau avec l'Iran, malgré tout ce qui a précédé, et qui pourrait jouer un rôle d'intermédiaire pour arriver à un accord, mais ce sera les Iraniens décideront à quel moment la guerre sera arrêtée. Ce ne sera pas M. Trump, comme on le dit à BFM. Oui. Ce n'est pas lui qui va décider à quel moment la guerre sera arrêtée. Ce sera
une décision iranienne avec des conditions iraniennes où le minimum sera le retour au respect. Merci Karel Verreken, restez avec nous. Nicolas Chichani, banquier, expert international en économie, vient de nous rejoindre en direct depuis Beyrouth, au Liban. Monsieur Chichani, bonsoir. Avant d'évoquer avec vous les dossiers économiques, quelle est la situation ce soir à Beyrouth? L'on annonce de part et d'autre de nouvelles attaques d'agression sionistes sur le sud du pays. Faites-nous rapidement une photographie de la situation sécuritaire du Liban au moment où nous nous parlons. Alors, la situation est assez catastrophique au Liban. Ça fait presque une semaine, voire un peu plus, que nous subissons un bombardement massif un peu partout dans le pays. À Beyrouth, ils visent essentiellement la banlieue sud et ça a fait déjà plusieurs centaines de blessés et plusieurs centaines de morts aussi. Oui. L'infrastructure des ponts du pays est en train d'être détruite et en ce moment-là, il y a 5 minutes, il y a une grosse bombe, une fusée qui est tombée sur Beyrouth qui a fait de très très gros dégâts. De plus, depuis 1 heure ou 2, il y a des combats au sud du Liban sur la frontière israélienne. Oui, ça a été annoncé par le Hezbollah, oui. Voilà. Notamment dans la ville de Khayyam. Tout à fait, dans le Khayyam. C'est une ville assez importante pour l'armée israélienne à prendre et pour l'instant, ils ont échoué complètement. Donc le Liban souffre énormément, beaucoup de morts, 1 million de déplacés et c'est une catastrophe humanitaire. Nous ne méritons pas ça. Voilà. Merci pour le soutien de tous les pays arabes qui sont autour de nous. Merci Nicolas Chichani. Bien entendu, le Liban, pays et peuple frère. Parlons d'économie à présent. Que disent les derniers indicateurs, Nicolas Chichani, de la situation au niveau de la croissance, de l'inflation? Les indices boursiers sont très significatifs. Ils restent très sensibles à la moindre évolution de la situation sur le plan militaire, particulièrement s'agissant de l'énergie, pas uniquement le pétrole, mais également le gaz, des matières premières et notamment de la marine marchande dont il va falloir s'occuper tôt ou tard, Nicolas Chichani. Alors, moi, je voudrais déjà être d'accord avec votre invité qui parlait en fait d'une guerre où l'Iran va pouvoir mettre en fait ses règles à la fin pour résoudre le conflit. Mais entre-temps, je pense que cette guerre a été très mal pensée, mal étudiée, stratégiquement mal développée. Et c'est une grosse erreur stratégique pour les États-Unis. J'ai peur que la guerre iranienne ne soit l'équivalent de ce qu'est l'Ukraine pour la Russie. Donc, nous sommes dans un conflit aujourd'hui mondial. Oui. On peut dire d'une guerre, peut-être 3e guerre mondiale ou pas. Nous ne l'espérons pas. Nous ne l'espérons pas, oui. mais c'est pas loin. C'est pas loin. Si le conflit dure plus d'1 mois, on est en plein dedans, puisqu'en fait, toutes les puissances mondiales y participent de manière directe ou indirecte. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Iraniens, d'après ce qu'on voit, avaient prévu ces scénarios depuis bien longtemps. Et on a déjà vu qu'aucun bombardement n'a jamais fait tomber un pays. Jamais. Donc, encore une erreur stratégique de la part des Américains. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur l'économie mondiale? Aujourd'hui, les Iraniens sont en train d'utiliser des stratégies de défense assez complexes, notamment en fait une contre-attaque ou une défense économique. C'est-à-dire, aujourd'hui, depuis près de 10 jours à peu près, ils sont en train de bombarder les bases américaines dans les pays du Golfe. Ces bases américaines représentent une menace pour eux, mais en même temps, ce que fait l'Iran, c'est des pressions sur les pays arabes pour les obliger à pousser les États-Unis à arrêter cette guerre. Pourquoi? Parce qu'une bombe dans un pays comme Dubaï va détruire la confiance des investisseurs dans ce pays et bien sûr la peur des étrangers qui représentent 70% de la population du pays. Donc aujourd'hui, cette guerre économique
a touché en fait Dubaï, Qatar, Bahreïn, même l'Arabie Saoudite ce soir. Et c'est une catastrophe pour toute la région. Est-ce qu'il y a la menace directe d'une fuite des capitaux de ces places boursières des pays du Golfe, à votre avis? C'est un très bon point. C'est un très bon point, Monsieur Nasreddine, Khaireddine. Aujourd'hui, il y a à peu près 1500 milliards de dollars investis dans les pays arabes. Des actifs souverains d'une valeur de 4000 milliards de dollars. Si aujourd'hui cette guerre continue, ce qu'on appelle le risque pays va augmenter. Donc les investissements qui avaient été calculés sur une rentabilité, un weighted average of capital d'un risque pays X va exploser. Le risque pays va exploser et ces investissements ne seront plus rentables. Donc il va y avoir des faillites des fonds d'investissement. 1. 2. On a peur de tout ce qui est liquidité. Oui. Quand il y a un pays en guerre, les gens commencent à retirer de l'argent des banques. Est-ce que les banques sont assez solides aujourd'hui dans la région pour supporter un choc de liquidité, même si ces banques font des scénarios, de ce qu'on appelle des stress scénarios suivant les règles de Bâle, une extraction massive de liquidité due à une force majeure qui est la guerre peut mettre en danger en fait le secteur bancaire. 2. Les assurances. Le coût de l'assurance, la prime d'assurance va augmenter partout, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du transport, au niveau des appartements, au niveau de toute chose qui peut être assurée. Et ça va créer une inflation folle. Que serait-ce de la stabilité de la monnaie? Alors là, c'est le plus grand danger. Aujourd'hui, la plupart des monnaies du Golfe sont pégées au dollar, plus ou moins. Si cette guerre continue, il faut faire attention. Une variation minimale du PEG sur la monnaie est 5 fois plus compliquée et plus dangereuse qu'une volatilité des marchés financiers de la région et du monde. Donc nous sommes dans une turbulence, ce qu'on appelle un turmoil en anglais, une turbulence totale des économies de cette région. Pour l'instant, c'est-à-dire au jour le jour, les effets sont visibles, mais pas catastrophiques, mais une crise économique n'arrive pas de manière lente, elle est comme ça, puis ça tombe brusquement. Donc il faut faire très attention, il faut que les banques centrales locales puissent assurer en fait une liquidité et stabiliser la monnaie. Et s'assurer que les banques sont capables de souvenir aux besoins du consommateur. Merci Nicolas Chichani. On va donner le dernier mot à Gabriel Galis pour pouvoir le libérer. Il est avec nous depuis le début de cette émission. Gabriel Galis, le dernier mot par rapport à cette guerre. À quoi vous vous attendez durant les jours à venir? Très brièvement, rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, je dirais qu'il faut avoir, selon la formule consacrée, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Je pense qu'il y a des forces de négociation qui sont en mesure de faire valoir que la plaisanterie a assez duré, que l'imprévu et la roulette russe peuvent être dommageables pour ceux qui ont lancé l'initiative. C'est surtout ça qui va les faire bouger. Donc, c'est la crainte. Je pense pas que la raison les fasse bouger, mais la crainte peut les faire bouger. Et les gens raisonnables qui peuvent s'activer, qu'ils soient indiens, qu'ils soient omanais, qu'ils soient d'autres, peuvent faire bouger les choses. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment, Gabriel Galis, d'avoir été des nôtres ce soir. Je rappelle, vous êtes vice-président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. À très bientôt, Gabriel Galis. Fatima Moussaoui devrait nous rejoindre dans quelques instants. En attendant, je reviens vers vous, Pierre Conessa. J'aimerais avoir votre avis sur la situation économique, Pierre Conessa. Est-ce que les États-Unis seraient prêts à engager l'économie mondiale dans ce conflit au détriment de la stabilité de l'ensemble de la planète, je le rappelle, convalescente sur le plan économique depuis de longues années, pratiquement 6 ou 7 depuis le déclenchement de la crise Covid? Je voudrais juste vous donner un point d'information. Je publie dans quelques semaines un livre qui s'appelle « Petit traité de géopolitique pour les vraiment nuls et les décideurs politiques ». Je pense que je vais en envoyer un exemplaire à Trump. Parce que vous avez là l'exemple de choses que j'ai vécues quand j'étais au ministère de la Défense, c'est-à-dire que depuis la disparition de l'URSS,
les hommes politiques ne raisonnent plus avec le contexte stratégique. Ils raisonnent en se disant si je fais ça, est-ce que je suis réélu? C'est-à-dire que l'horizon politique s'est complètement rétréci. Et donc, penser que Trump est capable de penser à l'impact économique de ce qu'il est en train de faire me paraît lui donner une dimension intellectuelle qu'il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas été formé pour ça. Il a hérité d'une fortune qu'il a fait fructifier. Il a été une première fois au pouvoir, mais il a été battu. Et quand il revient au pouvoir une deuxième fois, il se révèle belliciste alors qu'il a été élu comme pacifiste. Oui. Ben, écoutez, je pense que malheureusement, les dimensions économiques du sujet ne l'intéressent pas. Il n'est pas capable d'appréhender ça. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, les militaires ne sont pas bellicistes. C'est souvent les hommes politiques qui sont bellicistes. Oui. Et qu'eux, ils n'y vont pas. C'est les autres qui y vont. Merci, restez avec nous, Pierre Conessac. Karel Verheyken, quelle serait selon vous l'option que retiendront les Américains et leurs alliés pour éventuellement terminer cette guerre si la diplomatie n'est pas réactivée de sitôt? Rapidement, Monsieur Verheyken, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut, il faut que les gorges profondes parlent. Il faut que les gens qui savent comment les choses se sont produites prennent la parole, ou sinon que les élus américains évoquent l'article 25, parce que Monsieur Trump est peut-être plus en capacité de gouverner une puissance nucléaire. Mais je suis tout à fait d'accord en fait, il n'a pas du tout écouté les services de renseignement et les militaires. Il a écouté deux personnes qui sont Jared Kushner et Steve Witkoff. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jared Kushner, j'ai fait une enquête là-dessus que vous pouvez lire sur le site de Solidarité et Progrès, en fait, travaille avec 2017 directement avec Tony Blair. C'est Tony Blair qui a organisé en grande partie les accords d'Abraham, parce qu'il était l'envoyé du quartet pour la paix, soi-disant, au Proche-Orient. Et M. Kushner connaît rien de rien. C'est quelqu'un qui connaît absolument rien des relations internationales. Donc, en mars 2017, M. Blair a été vendre ses services à la Maison-Blanche pour le conseiller. Et comme vous le savez très bien, M. Blair travaille directement avec Ron Derner, avec quasiment le chef du cabinet de Netanyahou. Donc, à travers ces canaux anglais et israéliens, qui ont joué sur les sionistes chrétiens, qui sont quand même 40 millions aux États-Unis, et qui pensent que les Palestiniens n'existent pas, et que c'est écrit dans la Bible qu'il faut faire le grand Israël, vous avez en fait des messianiques. Les fous de Dieu ne sont pas à Téhéran, les fous de Dieu, ils sont à Washington. Et ça, il faut le dire. Merci Karel Verheyken. Je demande à la régie si Madame Moussaoui est de retour parmi nous. Madame Moussaoui, le concept de guerre asymétrique revient avec insistance pour qualifier cette guerre aux objectifs qui semble évoluer du côté américain. Dans le même temps, un autre scénario, en l'occurrence celui de l'intervention au sol, ne voit pas le jour pour le moment, ni celle de la coalition internationale d'ailleurs. Est-ce que les États-Unis sont dans une réelle impasse sur le plan militaire et pourquoi d'après vous ? Je ne peux pas dire avec certitude qu'ils se trouvent dans une situation militaire bloquée. Cependant, ce que je peux affirmer, c'est qu'il n'existe aucune stratégie militaire. Je crois que le président Trump a misé sur quelques frappes rapides pour résoudre le problème, mais il n'a pas du tout envisagé que l'Iran a déjà une autre perspective. Depuis des décennies, les Iraniens se préparent à une confrontation avec les États-Unis. La guerre Iran-Irak, qui a duré 8 ans, a servi d'exercice efficace pour élaborer une stratégie militaire sérieuse, un investissement dans une industrie militaire et a mené à l'établissement de milices en tant qu'extension de leur projection de puissance militaire. Donc actuellement, le régime élabore une nouvelle approche de combat grâce à ce qu'il appelle la défense mosaïque et nous sommes en train de voir un petit peu l'évolution de cette nouvelle stratégie adoptée par Téhéran.
Merci Fatima Moussaoui. Dernière question, elle sera pour vous, Nicolas Chichani. Le détroit d'Ormuz, est-ce que c'est la clé de voûte de cette guerre? Est-ce que le salut viendra par là, d'après vous? Nazim Sini Tonto parlait d'un baril à $200 qui mettrait aussitôt fin à cette guerre. Est-ce que la clé aujourd'hui, c'est le détroit d'Ormuz? Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce point. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas la solution, le détroit d'Ormuz, c'est la fin peut-être, la fin FIM. Moi, je vois qu'il y a deux problèmes, le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb. Oui. Le détroit d'Ormuz représente 20% de la consommation mondiale, 30% du commerce maritime, 25% du gaz naturel liquéfié. Bab el-Mandeb, c'est 30% du trafic maritime dans le canal du Suez et 12% du commerce maritime. Donc c'est très 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 grave ce qui se passe. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est en danger. Il est complètement arrêté. Presque aucun pétrolier ne passe. Le prix du pétrole est en train de hausser. On s'attend à ce qu'il monte à $150. Déjà, dans les pompes aux États-Unis, le prix a haussé. En Europe aussi. C'est une inflation qui peut augmenter de 1 à 2 points dans le monde et ralentir bien sûr la croissance économique un peu partout. Donc aujourd'hui, il est impératif de débloquer le détroit d'Ormuz et de protéger le détroit de Bab el-Mandeb. Vous savez que les plus grandes puissances ont des bases militaires à Djibouti. Et donc c'est là où ça va commencer. Merci infiniment. Non, c'est une inflation mondiale généralisée et un ralentissement de la croissance, une pauvreté mondiale. Merci infiniment Nicolas Chichani, malheureusement on est pris par le temps. Merci à vous, vous êtes banquier expert international en économie. Merci à vous Karel Verheyken, membre du Parti Solidarité et Progrès. Remercions également Fatima Moussaoui, docteur en sécurité internationale et experte de l'Iran. Gabriel Galis, vice-président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Andriy Frolov, expert auprès du Russian International Affairs Council. Nazim Sini, enseignant engagé d'économie à l'université Aix-Marseille. Enfin, Pierre Conessa, essayiste et expert en relations internationales stratégiques. Mesdames, Messieurs, l'actualité se poursuit sur Al 24 News. À très bientôt.